Ils sont venus chez moi. Je leur ai dit non, non et non. Ils m'ont dit, tu dois te faire ligaturer, 3 c'est assez. $1 milliard en 1800, 3 en 1960, 6 en 2000, 7 bientôt en 2012. En un siècle, la population mondiale a cru comme jamais auparavant. La bombe démographique menacerait-elle? By many, it's considered the major crisis of our time next to the threat of atomic war. Some think it's an even greater danger. I've spoken to one authority at the United Nations who says, in the end, the womb may prove more dangerous than the bomb. Malthus avait-il donc raison, lui qui au XVIIIe siècle prédisait déjà que la population allait augmenter beaucoup plus rapidement que les ressources disponibles sur Terre? Famine, conflits, catastrophes environnementales, migration de masse. Faute de se stabiliser, l'humanité courait à sa perte. Ils ne m'ont rien demandé. Ils m'ont emmené comme un animal à la salle d'opération. Pourquoi avez-vous coupé mon ventre? Ils m'ont dit, nous t'avons soigné pour que tu n'aies plus d'enfants. Plus jamais. Pour les femmes qui l'ont revendiqué, l'accès au planning familial, à la contraception, est devenu un droit. Le droit de choisir de porter ou non un enfant et de librement disposer de son corps. Mais face à la surpopulation, face à la pauvreté, face à un tiers-monde menaçant, le planning familial est aussi devenu un devoir. La limitation des naissances, une priorité des politiques d'aide au développement. La pose de stérilets et surtout la stérilisation chirurgicale ont été privilégiées. En Inde, en Chine, au Bangladesh et ailleurs, des hommes et des femmes en masse ont été ainsi stérilisés. Au nom d'un contrôle efficace de la croissance de la population. Ils ont vraiment insisté pour que nous n'ayons plus d'enfants. Ici, à la campagne, nous sommes pauvres. Ils nous ont dit que le Pérou est pauvre parce qu'il y a trop d'enfants. Moi, j'avais déjà 4 enfants. Ils m'ont dit qu'il n'en fallait pas plus, que je ne pourrais pas les élever. Les pratiques abusives du contrôle de la population ont été dénoncées. Pourtant, récemment, le Pérou a été à son tour le théâtre d'une campagne de stérilisation, à grande échelle et au grand jour. Pourquoi? Comment ces femmes, par milliers, ont-elles pu être stérilisées contre leur volonté, mutilées dans leur intimité? Et pourquoi leur voix demeure-t-elle aujourd'hui encore sans écho, oubliées quand elles ne sont pas instrumentalisées par ceux qui refusent aux femmes le droit à la contraception? Leur histoire est celle d'une bataille qui ne dit pas son nom. Une bataille menée au Pérou et de par le monde pour contrôler le ventre des femmes.
Tout commence en 1995, à Pékin, à la conférence sur les femmes réunie par les Nations Unies. Planning familial, éducation sexuelle, soins gynécologiques. Les droits sexuels et reproductifs des femmes sont mis en avant. Toutes doivent pouvoir y prétendre, sans distinction. Les 189 États représentés se sont engagés à les respecter. L'émancipation des femmes est reconnue comme la condition nécessaire du développement et du progrès. I request Protocol to escort His Excellency the President to the rostrum. Un seul chef d'État masculin assiste à la conférence. Alberto Fujimori, le président du Pérou. No soy un gobernante de saco y corbata que despacha desde Palacio de Gobierno en Lima, sino un presidente de blue jeans y zapatillas, comprometido y presente allí donde existen los problemas. Mi gobierno ha decidido llevar a cabo, como parte de su política de desarrollo social y lucha contra la pobreza, una estrategia integral de planificación familiar que encara abiertamente y por primera vez en la historia de nuestro país la grave carencia de información y de servicios sobre la materia, para que de esta forma las mujeres dispongan con toda autonomía y libertad sobre sus propias vidas. With free autonomy and freedom, the tools necessary to make decisions about their own lives. Le mouvement féministe au Pérou demandait précisément cela, que toutes les femmes, et non seulement une petite classe de femmes, aient accès à la contraception pour prendre des décisions libres et informées. C'était l'une des principales causes pour lesquelles nous étions mobilisés, au même titre que la violence contre les femmes. Dans ce sens, il y a eu un réel enthousiasme. Pour les femmes, cela représentait une brèche entre le fondamentalisme de l'Église catholique et l'État. Si l'État se démarquait de l'influence qu'exerçait l'Église, il y avait pour elle une opportunité à saisir. Surtout après tant d'années de lutte contre les tendances de plus en plus conservatrices de l'Église. L'annonce d'Alberto Fujimori résonne comme une promesse d'ouverture dans ce petit pays parmi les plus conservateurs d'Amérique latine. La moitié de ses 26 millions d'habitants est alors considérée comme pauvre ou extrêmement pauvre, à peine en mesure de subvenir à ses besoins élémentaires. Ils viennent des villages isolés de la forêt amazonienne et des hauts plateaux andins. Condamnés à l'agriculture de subsistance, sans accès ni à l'éducation ni à la santé. Ce sont les Indiens, les descendants des Incas. Beaucoup ne parlent encore que le quechua. Dans cette société ségrégée, les Blancs et les Métis les appellent les Cholos. Je m'appelle Santos Manchay Castillo. Ici à la campagne, il n'y a pas de travail. Nous semons un peu de maïs, du blé. On mange ce qu'on cultive, c'est tout. Il ne reste plus rien à vendre. C'est parce que nous n'avons pas assez de terre, ni assez de semences. Cette année, on n'a pas pu semer de patates à cause du prix de l'engrais. Il n'y a que les pommes de terre qui nous rapportent de l'argent, seulement les pommes de terre.
Cette année, nous n'avons pas pu semer. Nous n'avons pas gagné un centime. Les femmes, là-bas, sont celles qui ont le plus d'enfants. 5 ou 6 en moyenne. C'est le vieil adage paysan de ces sociétés sans assurance ni retraite. Un enfant, c'est une bouche de plus à nourrir, mais 2 bras pour travailler. L'enquête nationale de cette année-là nous avait révélé que le désir des femmes du Pérou, qu'elles soient pauvres ou riches, rurales ou urbaines, analphabètes ou éduquées, était d'avoir en moyenne 2,2 enfants par femme. Que doit faire dans ce cas un État? Il doit offrir aux femmes les moyens de faire de leur désir une réalité. J'ai participé à la rédaction du programme gouvernemental de Fujimori quand il a été élu pour la première fois. J'étais un professeur d'université indépendant. Fujimori nous semblait une option moins droitière que son opposant. Nous pensions qu'il incarnerait une vision plus progressiste pour le pays. C'est pourquoi nous avons voulu travailler avec lui, sans nous douter des problèmes qui allaient survenir. Au début, l'accès au planning familial était une stratégie de lutte contre la pauvreté. Il n'était pas perçu comme un droit, mais comme un moyen. Avec autant de pauvres, on ne peut plus avancer. C'était l'idée que partageait le président Fujimori et ses ministres. La stratégie du Pérou convoque la théorie malthusienne et fait du planning familial non pas un droit pour les femmes, mais un devoir. Une approche du développement qui convient à ses partenaires. Dans un film de communication, le Fonds de la population des Nations Unies présente ainsi le Pérou comme un exemple à suivre. Like many Latin American nations, Peru is highly urbanized. 70% of its population live in cities. More are flowing in, escaping poverty and political upheaval in the mountains and jungles. The migrants find shelter in the shanty towns, perched on the hillsides surrounding Lima. Short of money and living space, large families are a luxury or a curse. Couples today want only 2 or 3 children, but under half of all families in Peru use modern contraception. In the shanty towns, the figure is much lower. This is now starting to change. Peru's government has announced a major effort to extend family planning services throughout the country. La Banque mondiale est aussi aux côtés du Pérou. Dès son élection en 1990, Alberto Fujimori l'a sollicitée. Elle doit l'aider à sortir de la pauvreté et du sous-développement. Notre impératif était de réintégrer le Pérou dans l'économie mondiale. C'était l'urgence, étant donné la situation économique et l'isolement du Pérou. Les arriérés de paiement à la Banque mondiale et au Fonds monétaire international étaient considérables. Or, la Banque mondiale ne prête pas à un pays qui lui doit de l'argent. Donc la question était comment résoudre la dette du Pérou à l'égard des institutions internationales. L'idée générale était de libéraliser les marchés, libéraliser les prix, le marché du travail, le capital, déréguler, privatiser les entreprises publiques, les vendre. Voilà les mesures que nous avons conseillé au gouvernement d'appliquer. Et je dois dire que nous étions à peu près d'accord. D'ailleurs, dès que le gouvernement péruvien a commencé d'appliquer les réformes, il l'a fait à un rythme bien plus rapide que ce que la Banque mondiale lui avait recommandé.
La libéralisation de l'économie est radicale. C'est le Fuji Shock. Les effets sont rapides. La croissance repart, l'hyperinflation est endiguée, la dette s'allège. Mais le coût social est élevé. Les prix ont augmenté brutalement. En particulier les denrées de première nécessité comme l'essence. Les salaires ont baissé, la pauvreté s'aggrave. Ce sont les effets secondaires habituels des thérapies de choc économique. Pour la Banque mondiale, il est possible d'y remédier, en accordant notamment des prêts d'aide au développement. Des prêts soumis à conditions. Au cours de son histoire, la Banque mondiale ne s'est pas contentée de soutenir des programmes de planning familial. En réalité, elle exigeait des pays qui recevaient ces prêts de contrôler la croissance de leur population. Au cours des années 70, 80 et même 90, la Banque mondiale a fait de l'instauration d'un programme de contrôle de la population la condition même d'obtention de prêts. La première fois, c'était en Inde. En 1965 et 1966, l'Inde était touchée par la famine. Et sans aide internationale, sans aide alimentaire, en particulier en provenance des États-Unis, la population indienne allait mourir de faim. C'est alors que le président de la Banque mondiale, le président des États-Unis d'alors, Lyndon Johnson, et les Nations unies ont demandé à l'Inde de mettre en place un programme de planning familial basé sur des quotas et sur le recours à la stérilisation. À l'issue du programme, en 1975, 6 millions d'hommes et 2 millions de femmes ont été stérilisés. One or two, that's enough. Plan your family. Après l'Inde, la Banque mondiale a demandé à l'Indonésie et au Bangladesh de contrôler la croissance de leur population. En Afrique, dans les années 80, c'est le tour du Sénégal, du Niger, du Congo, du Kenya. La Banque soutient même la politique de l'enfant unique en Chine. Partout, la baisse de la natalité est présentée comme une condition nécessaire de la réduction de la pauvreté, et non plus comme sa conséquence naturelle. Pour bien faire, le gouvernement péruvien lui aussi s'engage à maîtriser sa démographie. De 3,4 en 1995, le nombre moyen d'enfants par femme doit passer à 2,5 en 2000. C'est l'objectif principal du programme de planning familial. Un objectif drastique. La Banque mondiale l'approuve. Elle consent, enfin, un prêt de 150 millions de dollars d'aide au développement. Le prêt de 150 millions de dollars avait pour but de soutenir les objectifs du Pérou dans le domaine démographique et du planning familial. L'idée était de réduire le taux de fécondité du Pérou, car c'était une dimension importante de notre stratégie de réduction de la pauvreté.
Donner aux femmes le droit de contrôler leur fertilité, d'avoir le nombre d'enfants qu'elles veulent, c'est une idée progressiste. Le problème, c'est le côté contrôle de la population. Quand on dit « nous ne voulons pas qu'elles aient ces enfants », cela revient à dire qu'il faut les empêcher d'avoir ces enfants. Malheureusement, le discours progressiste occulte souvent cette dimension. Et il y a une contradiction fondamentale entre dire « les gens ont trop d'enfants » et nous sommes pour le planning familial volontaire. Les partisans du contrôle de la population prétendent que c'est du gagnant-gagnant, que l'on peut réduire la croissance de la population tout en respectant les droits des femmes. Mais les programmes de réduction des naissances ne respectent pas le choix des femmes. Nous l'avons constaté maintes fois. Je m'appelle Lorenza Bruno Silva. J'aimerais avoir un autre enfant. J'ai déjà un petit garçon, il aide son papa. Mais j'aimerais avoir une petite fille pour m'aider. Si on tombe malade, elle pourrait s'occuper de nous. Ce sont les enfants qui s'occupent des parents. Si l'un doit s'en aller, l'autre peut rester. Je préférerais avoir un autre enfant. Je serais plus heureuse. Je vois bien ceux qui en ont 2, 3. Ils s'occupent d'eux. Cela fait des parents plus heureux. Washington, à son tour, félicite le gouvernement péruvien pour sa politique démographique ambitieuse et lui garantit son soutien. USAID, l'agence d'aide au développement du département d'État, est mise à contribution. Un acteur essentiel du planning familial international, c'est le premier distributeur de contraceptifs dans le monde, le principal bailleur de fonds. Notre devoir éthique est de rendre quelque chose à ces pays. Et la meilleure façon de le faire, l'une des plus importantes, c'est de fournir l'information et les services nécessaires pour que les gens puissent former les familles qu'ils désirent en termes de taille. C'est une raison humanitaire, éthique, philosophique. L'autre raison est pratique. Tant que la croissance démographique dans ces parties du monde n'aura pas été ralentie, puis stabilisée, le développement socio-économique sera beaucoup plus difficile, voire impossible à atteindre. Le développement durable du globe sera bien plus dur à accomplir avec une croissance accrue et rapide de la population. Enfin, il y a les questions de sécurité liées à ces masses nombreuses de gens sans emploi, frustrés, en quête d'exutoire à leur frustration. Que pouvons-nous faire? Ce sont les raisons pour lesquelles nous devons agir. Et c'est une bonne chose non seulement pour les pays concernés, mais aussi pour la stabilité et la sécurité du monde entier, ce qui est bon pour les États-Unis et pour tous les pays du monde. L'idée n'est pas nouvelle. En 1974, un rapport du Conseil national de la sécurité était déjà consacré aux conséquences de la croissance démographique sur les intérêts américains. Instabilité et tensions menaçaient. La promotion du planning familial devait permettre de s'en prémunir. Le Conseil était alors dirigé par Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État de Richard Nixon. Il venait de s'illustrer par son soutien au coup d'État du général Pinochet au Chili. À l'époque de la guerre froide, beaucoup se préoccupaient non seulement de l'Union soviétique,
mais aussi du risque de contagion communiste dans les pays pauvres. On disait que le communisme voyage dans les ventres vides. La solution préconisée pour endiguer le communisme était donc tout simplement de freiner la croissance de la population dans les pays pauvres. Si vous regardez les archives du Conseil national de sécurité américain, en remontant jusqu'à la présidence de Dwight Eisenhower, vous réalisez à quel point la croissance de la population dans les pays pauvres était une obsession. USAID est ainsi devenue la force motrice du contrôle de la natalité dans le tiers-monde. Ses alliés, la Banque mondiale et le Fonds de la population des Nations unies. Au même titre que l'assistance médicale ou alimentaire, ils font ensemble du planning familial une priorité de l'aide au développement. Quand Alberto Fujimori lance son programme, en 1995, les tensions de la guerre froide sont retombées. Mais le Pérou demeure un enjeu important pour les États-Unis. Le pays a des frontières communes avec 5 États: Équateur, Colombie, Brésil, Bolivie, Chili. C'est une place stratégique dans une région instable, marquée par les mouvements de guérilla, les narcotrafics et une forte émigration vers les États-Unis. Sa prospérité et sa stabilité importent. Washington a ainsi applaudi la libéralisation de l'économie péruvienne. Il a aussi appuyé financièrement et militairement la lutte du gouvernement contre la guérilla maoïste du Sentier lumineux. Elle sévit dans les régions andines, les plus pauvres du pays. Les paysans indiens, pris en étau entre l'armée et les guérilleros, ont été les premières victimes. Mais le pays tout entier est sorti fragilisé par ces années de lutte armée. Elles ont justifié l'instauration de l'état d'urgence. Le Pérou d'Alberto Fujimori est une dictature, soutenue par l'armée. Mais en dépit de ces dérives, les États-Unis maintiennent leur soutien. USAID apporte 30 millions de dollars et son expertise au programme de planning familial. This flower is a tribute of a head of state to all women. Alberto Fujimori a séduit. Le Fonds de la population des Nations unies lui apporte sa légitimité. La Banque mondiale des fonds, USAID expertise et savoir-faire, les gouvernements britanniques, suisses, japonais abondent également. Tous soutiennent les objectifs du programme, lutter contre la pauvreté en diminuant les naissances. Il ne reste plus qu'à préciser la méthode. A mí lo que me interesa y mi preocupación es esa, que las familias de menores recursos también tengan acceso a los métodos de planificación familiar que lo tienen gente de mayores recursos y que también son católicos. Première étape. La stérilisation est légalisée en septembre 1995, pour la première fois dans l'histoire du Pérou. Vasectomie pour les hommes, ligature des trompes pour les femmes. Le choix des méthodes définitives obéit à une enquête au fait qu'il y a une demande insatisfaite. Ce n'est pas parce qu'il s'agit de paysans qu'il ne faut pas les aider à atteindre leur idéal reproductif. Combien d'enfants je veux, quand je les veux. Il est important que les gens n'aient pas qu'une sexualité reproductive. Il faut dire les choses. Le sexe tel qu'on le connaît dans les pays développés et en Europe doit être sain, plaisant et sûr.
Je suis Sabina Wilka Condor. J'ai connu mon homme quand j'étais très jeune. Mais j'ai toujours su comment me protéger. J'ai toujours su quand je voulais avoir mes enfants. J'aurais voulu être féconde pendant 20 ans. J'aimerais pouvoir encore porter un enfant. Je suis encore jeune. Mon mari aussi est encore jeune. Mais nous n'aurons plus d'autres enfants. Plus de petits pour manger ce que je cuisine, pour m'accompagner partout où je vais. Je suis triste sans bébé. Je voudrais encore élever un enfant. Dans tout le pays, les centres de santé se mobilisent jusque dans les villages les plus reculés. Officiellement, tous les moyens de contraception doivent être proposés. Mais la ligature des trompes est mise en avant. Pour nous convaincre, ils ont organisé de grandes campagnes. Tous les villages étaient réunis. Ils nous demandaient « Alors, combien d'entre vous vont se faire ligaturer ?» Et entre nous, on s'encourageait. C'était comme si on allait à une fête. Ils nous ont convaincus comme ça. La falta de planificación familiar en Ayacucho no solo causa problemas en un crecimiento desmesurado de la población, también una pobreza extrema. Para evitar este problema, médicos del Instituto Peruano de Seguridad Social en esta ciudad iniciaron una campaña con intervenciones quirúrgicas sin utilizar anestesia, en vasectomía y ligadura de trompas con no más de 1 hora de intervención. Cette méthode n'était pas privilégiée, en tout cas certainement pas par mes services. Il était recommandé qu'une femme de 28 ou 30 ans qui avait déjà plus de 5 enfants opte pour une méthode définitive. C'était recommandable, non? Mais la politique de mes services a toujours été claire. La décision devait être volontaire. La racine intellectuelle de la proposition de Fujimori, c'était l'efficacité, avec assez peu d'intérêt pour les droits des personnes. J'ai entendu son Premier ministre dire « Pourquoi promouvoir toutes les méthodes contraceptives si les méthodes définitives sont les plus efficaces et les plus rentables ?» Leur politique de contrôle de la population répondait à cet impératif d'efficacité. Ils ont donc privilégié les méthodes définitives. Con el propósito de frenar el alto índice de natalidad en las madres que habitan las áreas rurales de Pucallpa, el Hospital Amazónico realiza por tercer año consecutivo una singular campaña de ligadura de trompas, que consiste en esterilizar de por vida a las mujeres que se someten a la operación. Diariamente son intervenidas voluntariamente un promedio de 20 personas en 3 quirófanos diferentes, y los organizadores esperan atender hasta 120 casos con el debido consentimiento de las pacientes y sus parejas. Para la dirección del hospital, la campaña solo busca apoyar a todas aquellas familias de escasos recursos económicos. Le rythme s'accélère. Pour pallier le manque de spécialistes, des médecins généralistes sont formés en masse aux techniques de stérilisation. Pour nous autres jeunes médecins qui venions de commencer à exercer, c'était une chance de pouvoir apprendre une nouvelle technique. C'est certes une opération invasive, mais elle n'est pas très compliquée.
Elle est rapide et les soins post-opératoires sont assez simples. Avec tout un groupe de jeunes médecins, nous sommes donc allés à Lima pour suivre cette formation. Puis nous sommes revenus dans nos communautés, dans nos centres de santé, pour commencer à pratiquer ces interventions. Y empezar a realizar este tipo de intervenciones. Une ONG américaine participe activement à la formation des médecins. AVSC, l'Association pour la contraception chirurgicale volontaire. Ces activités sont entièrement financées par USAID. Nous avions l'expertise nécessaire pour former les agents de santé au conseil, qu'ils sachent proposer tous les contraceptifs disponibles, avec toutes les informations sur les effets de telle ou telle méthode. Cela permettait un choix informé dans un environnement sûr. Nous avons continué à faire cela, mais en mettant l'accent sur la stérilisation, car c'était devenu une priorité du gouvernement national. Au début, nous pensions que ce serait une bonne chose pour les femmes d'avoir enfin accès à cette méthode. Pour une femme qui est en couple et qui a toutes les informations en main, être stérilisée, cela veut dire ne plus s'inquiéter d'une grossesse. C'est une bénédiction pour beaucoup de gens. Dans les années 60 et 70, le personnel d'AVSC aimait dire que promouvoir le stérilet revenait à tirer à blanc, comme si c'était des munitions. Mais des munitions qui ne permettraient pas de gagner la guerre. Pour eux, la stérilisation était le moyen, l'artillerie nécessaire pour vaincre cet ennemi que représentait la croissance de la population. AVSC a ainsi pu se développer en argumentant qu'il disposait de cette arme et qu'il pouvait intervenir là où les bailleurs de fonds, en particulier USAID, ne pouvaient se permettre de le faire eux-mêmes. La ligature des trompes comme arme contre la surpopulation. L'idée résonne au Pérou. Les militaires, qui soutiennent le gouvernement d'Alberto Fujimori, l'avaient déjà défendue. On la retrouve dans leur programme politique, le Plan Vert, un document secret rédigé dans les années 80. Il a été démontré qu'il est nécessaire de freiner le plus rapidement possible la croissance démographique et qu'il convient de traiter les excédents existants par l'utilisation généralisée de la stérilisation des groupes culturellement attardés et économiquement paupérisés. Les méthodes obligatoires doivent conserver un caractère expérimental, mais il faut que la ligature des trompes devienne la norme dans tous les centres de santé. Moins de population, cela veut dire moins de besoins de dépenses sociales, moins de zones sensibles qui peuvent menacer, moins de mouvements sociaux qui pourraient exiger l'intervention de l'armée. C'est une obsession. Peut-être est-ce lié à une forme de mauvaise conscience. Ces populations ont été tellement maltraitées qu'on a toujours peur qu'elles se soulèvent. Pour le pouvoir, c'est une prophétie autoréalisatrice. Les zones pauvres sont des zones menaçantes.
Je m'appelle Aurora Garcia Schingel. Avant, j'utilisais les injections contraceptives. Mais les infirmières m'ont dit que bientôt, il n'y aurait plus d'injections, ni de pilules, et qu'il vaudrait mieux que je me fasse opérer. Et aussi que les injections pourraient me faire du mal. Pourquoi veux-tu un stérilet? Cela va te faire mal. Ils m'ont dit, autant te faire ligaturer une bonne fois pour toutes. Tu ne souffriras plus. Mais je connaissais les autres méthodes. Ils disaient que l'opération, c'était pareil que de prendre la pilule ou les injections. Que si on voulait avoir un autre bébé, on pourrait défaire la ligature. Alors je me suis dit, autant faire cette opération. Et après, je verrai ce que je ferai pour avoir un autre bébé. Mais en fait, ce n'était pas pareil. Ils nous ont maltraités. Ils nous ont menti, à nous, les paysans. Le président Fujimori est tenu au courant mois par mois des progrès du programme. Comme vous pourrez l'apprécier, Monsieur le Président, la production de stérilisation est en constante augmentation, comme prévu, à un rythme qui devrait être soutenu de juillet à novembre. Ces courriers, retrouvés dans les archives du ministère, témoignent de l'exigence de résultats imposée au programme. Les objectifs avaient été établis pour des raisons budgétaires. Tout cela relevait de l'investissement public, avec un coût imputé au trésor public. C'est pour cela qu'on établit des objectifs prévisionnels pour évaluer les coûts, comme dans n'importe quel budget moderne. Par exemple, pour 1 million de couples protégés, on prévoyait que 500 000 utiliseraient la pilule ou les injections, 150 000 une autre méthode et 100 000 les méthodes définitives. 150 000 à l'uso de otros métodos, 100 000 à l'uso de métodos definitivos. C'est comme pour les vaccinations. Pourquoi ne parle-t-on pas de nos succès dans ce domaine? Nous avons couvert 99% des besoins. Par exemple, pour la vaccination des enfants contre la rougeole. Objectif 6 millions. Ce sont des objectifs prévisionnels pour libérer les fonds nécessaires à la réalisation de notre stratégie. Tout a un coût. Il n'y a pas de santé gratuite. Dans le secteur public péruvien, il y a des objectifs prévisionnels pour tout. Quand on a mis en place le planning familial comme un programme prioritaire de santé, on a assumé que là aussi, il fallait des objectifs, sans prendre en compte que dans ce cas, l'objectif dépendait de la volonté des personnes. On a imposé une culture d'objectifs à un thème qui aurait dû relever de la demande plutôt que de l'offre. Ne s'agit-il vraiment que de lourdeur administrative ou de contraintes budgétaires? Les courriers vont plus loin. Ils prouvent que des objectifs précis, chiffrés, ont bien été imposés. Monsieur le Président, comme vous pourrez l'apprécier vous-même, il a été réalisé au cours des 7 premiers mois de l'année un total accumulé de 64 831 stérilisations, ce qui nous situe à 43% de l'objectif fixé de 150 000 pour l'année 1997. Nous espérons maintenir la tendance à la hausse et nous approcher de l'objectif fixé pour l'année. Un nombre préétabli de stérilisations à l'année pour rendre possible la baisse de la natalité décidée au plus haut niveau. Du ministère de la Santé, les ordres sont transmis aux régions, puis aux districts, puis à chaque centre de santé du pays. Les objectifs deviennent sur le terrain des quotas à remplir.
Oui, il y avait des directives envoyées par les directions régionales de santé, des mémos écrits qui établissaient clairement que nous devions remplir des objectifs chiffrés. Tel centre devait stériliser 20, 30 ou 40 femmes par an. Nous devions respecter ces quotas. Dans le domaine de la santé publique au Pérou, il y a toujours cet esprit de compétition entre les établissements. Le meilleur, c'est celui qui va remplir 100% de ses objectifs. Sur ordre de la direction exécutive de la santé des personnes, le personnel désigné devra capter 2 patientes à stériliser par mois. Le personnel spécialisé devra capter 3 patientes à stériliser par mois. Le personnel contractuel devra capter 3 patientes à stériliser par mois. À la fin de l'année, sera décerné un prix à l'établissement qui aura fait preuve des meilleurs résultats de stérilisation à un moindre coût, de la meilleure organisation de campagne, du meilleur effort de captation. Ceux sur qui s'exerçait vraiment la pression de remplir les quotas, c'étaient les sages-femmes, les infirmiers et les agents de santé qui travaillaient dans les zones périphériques, dans les communautés éloignées. Ils devaient capter une quantité déterminée de patientes pour les 2 ou 3 campagnes organisées chaque année. Dans le centre de santé où je travaillais, les agents devaient se rendre dans les communautés pour voir les familles. Par exemple, une sage-femme allait voir 3 fois par jour pendant un mois une dame pour lui vanter les bienfaits de la stérilisation. La sage-femme risquait son emploi si elle ne le faisait pas. C'est vrai qu'il y avait une forme de pression psychologique exercée sur la mère pour l'inciter à se faire opérer. Le docteur nous a dit que c'était un ordre du gouvernement, qu'il ne voulait plus d'enfants, qu'il ne fallait plus en avoir. Alors, par peur, comme c'était un ordre du gouvernement, nous avons accepté de nous enregistrer. Et ils nous ont dit qu'ils nous attendraient au centre de santé. Je m'appelle Micaela Flores Bañares. Quand mon fils est né, ils m'ont dit « Combien de fois vas-tu encore mettre bas? Tu veux faire comme les lapins ou comme les truies? As-tu au moins une voiture ou un moulin? Avec quoi vas-tu élever tes enfants? Tu dois te faire ligaturer. » Ils n'ont pas tenu compte de moi. Je m'appelle Aurelia Pacohuanca Flores. Quand mon petit est né, je suis allée l'inscrire au centre de santé, mais ils ont refusé. Ils m'ont dit, si tu retombes encore enceinte, ce n'est pas la peine de venir ici. Tu pourras aller te faire inscrire où tu veux, mais ici, ce ne sera pas la peine. La seule solution, c'est de te faire ligaturer pour que tu n'aies plus d'enfants. Et puis le 1er octobre, ils sont venus au village avec leur ambulance. Je me suis enfuie et ils m'ont rattrapée. Ils m'ont emmenée et ils m'ont fait la ligature de force. Quotas et volontariat ne sont pas conciliables. Le programme de planning familial tourne aux campagnes de stérilisation forcée.
dans l'indifférence générale. Même le milieu féministe peine à réagir. Le droit à la contraception vient d'être acquis. Beaucoup craignent de le perdre en dénonçant des abus lointains. Parmi les voix rares qui s'élèvent, celle de l'avocate Julia Tamayo. Elle entend les premières plaintes. Au début, on ne réalisait pas l'amplitude que cela avait. Mais quand mes collaboratrices ont commencé à recenser les cas, il nous en est venu de partout. Nous avons fait la carte. Il y avait des cas d'abus à Tumbes, à Piura, à Chimbote, à Lima, à Ica, à Ayacucho, Huancavelica, Loreto, Madre de Dios, Junín. Pas un département, pas une province n'y échappait. Les régions les plus touchées sont celles des hauts plateaux andins et de la forêt amazonienne. Non pas les plus peuplées, mais les plus pauvres et les plus indiennes. Là où les femmes ont trop d'enfants. Là où l'éducation et la santé manquent. Là où les mouvements sociaux menacent. Le ministère de la Santé a comptabilisé chaque stérilisation, dans chaque district, dans chaque centre de santé. Jour après jour, le programme progresse vers ses objectifs. Il ne s'agissait pas d'un problème de manque d'information, mais d'un problème de violence, de mensonge, et surtout d'un mépris pour la vie et la santé des femmes. Parce que les droits des femmes ne comptaient pas. Ce qui comptait, c'était le nombre d'interventions chirurgicales réalisées le plus rapidement possible, au moindre coût, et sans que personne ne puisse s'en mêler. Eso. Quand je suis arrivée, il y avait plein de femmes qui faisaient la queue. Les femmes portaient des chemises. Leurs cous pendaient en arrière, leurs bras pendaient aussi. J'ai cru qu'elles étaient mortes. Il y avait tellement de femmes qui sortaient de la salle d'opération. Je les ai vues avant qu'elles ne se réveillent. Avec les autres femmes, nous avons discuté et nous nous sommes dit qu'il fallait s'échapper de là. Mais l'infirmière nous surveillait. Elle ne nous a pas laissé sortir. La porte était fermée. Ils m'ont mené à la salle d'opération. Ils ont ôté mes vêtements. Je tremblais de peur. Ils m'ont donné des somnifères, mais je n'en voulais pas. J'ai relevé la tête et j'ai vu mes entrailles. J'ai vu qu'ils coupaient mon ventre. Je me souviens. Et après l'opération, je tremblais. Je ne pouvais plus parler. Yo temblaba nerviosa, nomás me ponía, no podía ni hablar.
Quand je suis arrivée, je leur ai dit que j'étais enceinte de 3 mois. Ils ont dit qu'ils allaient m'examiner, faire une analyse d'urine. Ils m'ont dit que le résultat était négatif. Mais moi, je savais que j'étais enceinte. Alors ils m'ont dit qu'ils allaient encore m'examiner. Ils m'ont emmenée, ils m'ont enlevé mes habits et ils m'ont mis une blouse blanche. Ils m'ont fait une piqûre pour l'anesthésie. Après, j'ai oublié. Quand je me suis réveillée, mon ventre était ouvert. J'avais mal. Et comme une folle, j'ai crié. Que m'est-il arrivé? J'étais enceinte. Qu'avez-vous fait à mon ventre? Je ne savais rien. Je ne sais pas lire. Je suis analphabète. Comment aurais-je pu comprendre qu'ils allaient me prendre mon bébé? Nous avons fini par nous rendre compte que nous étions utilisés. Comment est-ce possible qu'à un moment donné, nous nous soyons retrouvés immergés dans ce contrôle de la natalité pour empêcher que des pauvres de plus naissent du ventre de leur mère? Et cela, nous aurions dû le dénoncer. Malheureusement, à cette époque, nous n'avions pas la possibilité de le faire à cause de la verticalité du pouvoir. Nous ne pouvions pas nous faire entendre. Mais nous savions que nous agissions mal. Prédilection pour la stérilisation. Mobilisation nationale. Objectif chiffré. La méthode est éprouvée. Les mêmes abus se sont produits en Inde, 20 ans auparavant, en Chine, au Bangladesh ou encore à Puerto Rico, avec la participation des mêmes acteurs. Banque mondiale, USAID, Fonds de la population, AVSC. Tous connaissent pourtant les dérives de ces politiques de contrôle de la population. Tous les ont unanimement dénoncées en 1994 à la conférence du Caire sur la population. Et tous se sont engagés à défendre le libre choix. Pourquoi ont-ils laissé se reproduire un tel programme au Pérou? Ne pouvaient-ils pas intervenir et dénoncer en particulier les objectifs chiffrés du programme? Cela aurait dû représenter un signal d'alarme pour tout le monde. Mais à l'époque, les objectifs chiffrés étaient la norme, pas seulement au Pérou. Les prestataires avaient des objectifs d'insertion de stérilés, de patientes à traiter, de contraceptifs à distribuer chaque semaine ou chaque jour ou chaque mois. Mais malheureusement, c'est un fait. Les objectifs encouragent la contrainte. Pour ce qui est des aspects coercitifs que l'on a identifiés dans certains programmes de planning familial, je peux affirmer que USAID n'a jamais soutenu un programme qui n'était pas volontaire. Cela ne veut pas dire qu'il n'a pas existé des cas de programmes financés par USAID qui ont dépassé les limites, en ne respectant ni le choix informé, ni l'accès libre aux contraceptifs les plus adaptés. Cela s'est produit. Malheureusement, c'est inévitable quand on gère de tels programmes avec tant d'organisations dans tant de pays. Tous tentent de minimiser les abus. Mais quand le scandale éclate, face à l'évidence, chacun prend ses distances. Fin 1997, AVSC suspend brutalement ses programmes. USAID interpelle le gouvernement.
Nous faisons ici référence aux nouvelles parues ces derniers temps dans la presse nationale à propos de faits regrettables survenus au cours de l'application du programme de planning familial. Nous demandons confirmation que le programme de planning familial en 1998 ne sera pas caractérisé par des quotas ou des objectifs chiffrés. Le gouvernement péruvien obtempère. Les directives changent et les quotas disparaissent. Le nombre de stérilisations chute, très nettement. De 120 000 en 1997, il retombe à 28 000 en 1998. Mais quand le programme s'achève, en 2000, avec le départ d'Alberto Fujimori, ce sont 300 000 femmes, des Indiennes en majorité, qui auront été stérilisées. Je suppose que l'appréciation du temps de réaction est très relative. Quand vous êtes invité dans un pays, que vous entretenez des relations avec un pays souverain, vous devez être absolument certain que les accusations sont fondées. On ne peut couper nos financements en se fondant simplement sur des rumeurs ou des articles de presse. Mais même si je ne me souviens plus des détails, je suis sûr que nous aurions pu réagir beaucoup plus rapidement. Dans le cas du Pérou, USAID a accompagné les objectifs démographiques ambitieux, draconiens de Fujimori. Cette approche en termes d'objectifs démographiques relève d'une pensée néo-malthusienne du monde, de la pauvreté, du développement. Et cela doit être questionné. USAID ne peut pas dire que c'est innocent, qu'ils étaient contre les stérilisations forcées. Ils auraient dû remettre en cause ces objectifs démographiques dès le début. Le programme devait faire du chiffre. Il a fini par tuer. Au cours de son enquête, Julia Tamayo a documenté 17 cas de décès. Les seuls reconnus officiellement par le gouvernement et la coopération. Si est-ce que tu pratiques pour une femme qui habite en ville, le risque de complications graves est infime. Mais pour une femme de la campagne, indigène, isolée dans sa communauté, à 100 km parfois du centre de santé le plus proche, la moindre complication post-opératoire est une condamnation à mort. Toute intervention de santé présente un risque. Les opérations de l'appendicite, des amygdales, du cœur, toutes ont un taux de mortalité. Dans notre cas, le nombre de mortes suite à la stérilisation était très inférieur aux normes internationales. Ils ont tenté de dissimuler les dossiers médicaux quand apparaissaient des complications. Les dossiers étaient complètement altérés. Par exemple, un médecin intervenait pour une césarienne, mais c'était un autre qui remplissait le dossier pour la stérilisation, et encore un autre qui signait le certificat de décès. Toute la procédure était floue. Et j'insiste, c'est impossible que, curieusement, j'ai découvert les seuls cas de décès de cette histoire. La vérité, c'est qu'on ne saura jamais. Les institutions internationales, les Nations Unies, l'USAID, les gouvernements étrangers, tous ont félicité le Pérou pour avoir abaissé son taux de fécondité qui est retombé à 2,4 et pour avoir maîtrisé la croissance démographique. Ce qui fait de nous un pays moderne. Cela ne vient pas du ciel. Cela vient d'une politique structurée. Bien sûr, il y en aura toujours pour dire que les coûts humains étaient justifiés, au regard des résultats obtenus en termes de réduction des taux de fécondité dans le monde.
Le premier problème, c'est qu'il est impossible de prouver que ces programmes ont vraiment contribué à abaisser les taux de fécondité. On sait bien que la seule manière d'encourager les gens à avoir moins d'enfants, c'est de leur assurer une éducation. Dès que les femmes ont accès à l'éducation et à un véritable emploi, elles font moins d'enfants. Et ce, même si elles n'ont pas accès à une contraception subventionnée, même sans agence gouvernementale pour les persuader ou les obliger à avoir moins d'enfants. Et puis, ceux qui défendent l'idée que les coûts humains étaient justifiés n'ont jamais expliqué en quoi ils étaient légitimes. D'où tiennent-ils le pouvoir de décider de qui peut avoir ou non des enfants et combien? Depuis ce jour, mon corps est une ruine. J'ai toujours des hémorragies. Je ne peux rien faire. Je souffre tout le temps. Mon mari me dit qu'il aurait préféré une autre femme qui pourrait avoir des enfants. Avant, je me protégeais avec des herbes d'ici. Si je n'avais pas fait cette opération, je serais en bonne santé. Maintenant, j'ai là cet organe qui ne sert plus à rien. Je suis morte dans la moitié de mon corps. Je n'ai plus foi en moi. C'est ce que je dis à mes fils. Comme si j'étais déjà morte. Comme mes compagnes qui sont déjà parties. Il n'y a rien à attendre de moi. Toutes les mères qui ont été ligaturées sont comme moi. Elles se sentent mal. C'est pourquoi je dis que je suis déjà morte. À cause de cette ligature. Tout a été fait pour étouffer le scandale, pour minimiser les abus, en ne reconnaissant que des excès isolés, imputés à des médecins trop zélés. Des voix pourtant vont s'élever et dénoncer les 300 000 stérilisations forcées. L'affaire quitte le Pérou. Elle se joue désormais à Washington, devant le Congrès des États-Unis. Lorsqu'un cas comme celui du Pérou se présente et que le gouvernement américain est impliqué dans la mise en œuvre de son programme de planning familial, il en va de la responsabilité des membres du Congrès de demander des comptes. Nous payons pour ce programme. Notre argent pourrait être lié à ce que l'on a infligé à ces femmes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il fallait agir immédiatement. Dès que nous avons appris l'affaire, le jour même, j'ai demandé à toutes les personnes concernées de venir participer à l'audition parlementaire qui a eu lieu en 1998. L'audition devant la Commission des droits de l'homme du Congrès américain est une occasion rare d'exposer au grand jour les responsabilités de USAID au Pérou. Elle doit beaucoup au travail mené en amont par une organisation privée, le Population Research Institute, ou PRI. La conférence épiscopale du Pérou était inquiète de ce qui se passait avec la campagne de stérilisation au Pérou. Mais leurs inquiétudes n'ont pas été entendues par le gouvernement d'Alberto Fujimori. C'est alors qu'ils ont fait appel à notre organisation, qui est un centre de recherche indépendant du gouvernement américain
et de l'Église catholique pour faire une enquête objective sur le terrain au Pérou. Nous voulions changer d'échelle et déplacer le problème du Pérou à Washington, car nous savions que c'était de là que venait l'inspiration. Nous avons organisé une conférence de presse où nous avons invité un de nos informateurs qui avait publiquement dénoncé la campagne, ce qui lui avait valu des problèmes. Et nous avons également fait venir 2 femmes victimes de cette campagne. Nous aurions pu en amener 100 ou 1000. Il y a eu 300 000 femmes stérilisées. Et lors de cette conférence de presse à Washington, elles ont pu livrer leur expérience. Le docteur a expliqué comment il avait été contraint de participer à la campagne. Les femmes ont raconté comment elles avaient été stérilisées contre leur volonté. Cela a retenu l'attention des médias et du Congrès américain. De la conférence de presse, nous sommes passés à l'audition au Congrès. Quelle est véritablement la mission de PRI? Et pourquoi s'empare-t-elle ainsi de l'affaire péruvienne? PRI n'est pas une simple organisation indépendante. C'est au contraire un pilier du mouvement anti-avortement, un pilier de la droite religieuse. Sa mission est internationale. Repérer les dérives des programmes de planning familial pour démontrer que toujours et partout, contraception rime avec coercition. Les stérilisations forcées du Pérou seront sa nouvelle cause. Un cas d'école à instrumentaliser pour son combat contre le droit à l'avortement. Le réseau est en place. Le médecin péruvien que Steve Mosher fait témoigner à Washington est un militant anti-avortement actif, proche de PRI. Tout comme l'est Christopher Smith, il dirige le lobby anti-avortement du Congrès. Il ne fait aucun doute que ceux qui se sont manifestés dans cette histoire sont ceux qui croient que la vie est sacrée et que toute vie humaine doit être protégée par les droits de l'homme. Cela inclut l'enfant non-né et aussi les femmes pauvres qui sont, et je le dis avec une grande tristesse, traitées comme des cobayes. Je crois aux droits de l'homme pour tous, de l'utérus à la tombe. La naissance est notre expérience commune, mais elle n'est pas le commencement de la vie. Dans un tel contexte, à quelle conclusion parvient l'audition parlementaire? La Commission a reproché à USAID ses ambiguïtés. La promotion du planning familial à des fins de contrôle de la population. Mais elle dédouane finalement l'agence de toute responsabilité directe dans les campagnes de stérilisation. Pour USAID, l'affaire est désormais close. Pour le lobby anti-avortement, en revanche, elle ne fait que commencer. PRI et Christopher Smith invoquent systématiquement les stérilisations péruviennes pour mener campagne contre la contraception et l'avortement. Ils obtiennent ainsi en 2002 que l'administration Bush retire les financements américains au Fonds de la population des Nations Unies. While the UN is not knowingly involved in these programs of coercion, they support and work with agencies that are involved in that. And it was up to us, based on the information that was collected, based on the law, to do the legal analysis and decide what's the appropriate role for U.S. funding. And at this point, we decided it was not to fund the UN Population Fund.
USAID a été disculpé. La Banque mondiale n'a jamais été questionnée. AVSC a changé de nom mais a continué ses activités. Seul le Fonds de la population des Nations Unies paye les dérives du programme de planning familial. Le Fonds a encouragé les objectifs démographiques du Pérou et a tardé à réagir face aux abus. Mais c'est aussi une institution en mutation qui a officiellement remis en cause le contrôle de la population pour défendre les droits sexuels et reproductifs des femmes. Le retrait des financements américains n'aura pas permis un authentique débat sur les responsabilités et les méthodes du Fonds de la population. En revanche, les 240 millions de dollars perdus auraient permis d'assurer des soins à 2 millions de femmes enceintes par an et de prévenir près de 5000 décès en couche. Les réseaux anti-avortement ont démontré leur force. Aujourd'hui encore, la majorité des pays dénient aux femmes le droit à interrompre leur grossesse, qu'il s'agisse de l'interdire complètement ou de le soumettre à condition. Les avortements clandestins n'ont pour autant jamais diminué. Ils demeurent la première cause de mortalité maternelle. D'un côté, il y a le système du contrôle de la population qui tente à contrôler la fécondité des femmes pour diminuer la pauvreté ou la dégradation de l'environnement. Et de l'autre, les conservateurs qui veulent aussi contrôler la sexualité des femmes pour d'autres raisons. Cela va au-delà de l'avortement, vraiment. Il s'agit plutôt de renforcer un modèle de société patriarcale basé sur les valeurs familiales, dans le cadre d'une idéologie politique et économique de droite. La fécondité des femmes est un enjeu stratégique pour les deux. Et c'est un tango qui se danse entre ces deux pôles des politiques de population. PRI a tiré profit de ces succès. Ces réseaux se développent. Un nouveau bureau a ainsi ouvert à Lima pour coordonner son action contre l'avortement en Amérique latine. Nous avons eu de nombreux succès. Par exemple, en Équateur, la pilule du lendemain a été déclarée inconstitutionnelle et a été interdite. Cette décision doit beaucoup à l'enquête menée par PRI et à notre intervention. Notre objectif au Pérou est que soient suspendus les programmes de planning familial et de santé reproductive. Ils ne sont pas nécessaires. Le dernier recensement a montré la baisse préoccupante du taux de fécondité, qui retombe sous le seuil de remplacement, puisqu'il est à moins de 2,1 enfants par femme. Nous n'avons pas besoin de programmes qui permettent aux femmes d'avoir moins d'enfants, parce que d'ici 30 ans, nous allons avoir des problèmes de peuplement. L'argument démographique, toujours. Les femmes, un jour coupables de mettre au monde trop d'enfants, se voient désormais accusées de vouloir maîtriser elles-mêmes leur fécondité. Au Pérou, comme dans la majorité des pays d'Amérique latine, l'accès à la contraception s'est certes amélioré, mais demeure, aujourd'hui encore, limité. Surtout pour les plus pauvres qui dépendent de la santé publique. Une conséquence, ici aussi, de l'action de PRI et du lobby anti-avortement. À la chute d'Alberto Fujimori, en 2000, des commissions d'enquête sur les stérilisations ont bien été convoquées au ministère de la Santé et au Congrès péruvien. Le nouveau ministre de la Santé, Fernando Carbonell, est alors un militant anti-avortement de premier plan.
Quant à la commission du Congrès, elle est dirigée par un nouveau député, Héctor Chavez Chouchon, le médecin que Steve Mosher avait fait témoigner à Washington. Les travaux d'enquête leur servent à discréditer, globalement, le planning familial. Il n'y a pas eu de réel engagement. Au contraire, on a assisté à une terrible instrumentalisation. Les conservateurs ont instrumentalisé cette histoire et s'en sont servis pour faire reculer la cause des femmes en introduisant des réformes dans le code pénal. Ils ont empêché, par exemple, la diffusion de la pilule du lendemain. Ils ont fait reculer les droits des femmes de plusieurs décennies. Et dans toutes ces campagnes, ils ont oublié les femmes qui avaient été stérilisées. Personne n'a payé pour tous ces abus. Et les femmes n'ont jamais obtenu réparation de la part de l'État péruvien. La société péruvienne a tourné le dos à cette réalité. Et cela est dû en grande partie au fait que les victimes sont non seulement des femmes, mais aussi des indiennes. En 2009, Alberto Fujimori a été condamné à 25 ans de prison pour corruption, disparition et massacre d'opposants. Mais ni lui, ni ses ministres n'ont jamais été jugés pour les campagnes de stérilisation. Les femmes, elles, continuent d'en porter les séquelles mentales, sociales et physiques. ¿Dónde es ese tumorcito? Acá, ahí sí tres. Ah, ya. Suerte. Bien blandito nomás. Yo lo voy a examinar. Blandito. Así cuando me tumbo, no aparece. Cuando me levanto, sale. A ver, vamos a ver. Un ratito, sueltito, bien suelto. ¿Cuál es? Ah, esto. Sí, puede ser que sea una hernia. Puede ser que sea una hernita. Sí, doctor, Bailey, doctora. Sí. No, llámame. Sí. Acá sí puede ser, ¿no? Que por la ligadura, por el procedimiento quirúrgico, usted ha tenido una eventación, ¿no? Como dice, al mes le apareció. Sí, al mes. Eso hay que operarlo, hay que corregir. Je m'appelle Serafina Quispe. Nous sommes critiquées dans nos communautés. Les autres femmes nous regardent d'un mauvais œil. Elles disent que nous allons mourir du cancer. Elles ont peur que nous les contaminions. Elles disent que c'est pour courir les hommes qu'elles se sont fait stériliser. Depuis que je ne peux plus avoir d'enfants, mon mari me traite mal. Il me fait travailler comme une bête. Je dois gagner ma nourriture. Il dit que je ne suis plus une femme. Il faut que je travaille au champ, que je porte de lourdes charges. Je dois travailler autant que lui. Je ne sers à rien d'autre. Il ne me respecte pas en tant que mère. Voilà où nous en sommes. On dit de nous que nous sommes des traînées. C'est pour devenir des putes que vous avez bouché votre ventre. Comme si nous avions fait la ligature pour en profiter. Toutes ces femmes qui sont stériles sont des traînées. Elles ne peuvent pas se contenter d'un seul homme. C'est ce que les gens disent. Un jour mutilée parce que coupable de mettre au monde trop de pauvres,
Puis, instrumentalisées par ceux qui combattent le droit à la contraception, les femmes stérilisées sont aujourd'hui rejetées dans leur village, coupables de vouloir faire entendre leur voix, de demander justice pour que de tels programmes ne puissent plus se reproduire. Cierto conanga hunyunari kunchisha banar pero kai o reciente porisha tinjis kumana ya wakilang ya purira wakilang kamana rimanita ps monaran kichischu inclusive neran kichis khalin kashay kunis maneran kichis tanga derecho sino chakrai de chagrans Kinas chakrai que chau pinta manaya cartrat apera capun kumanchi. Si es por capricho apera un coman, tienes derecho tú a reclamar, ir a la justicia y hacerte pagar. Le combat des femmes stérilisées du Pérou continue. Et depuis leur village lointain, leur voix résonne. Écho de ces batailles qui se mènent toujours, partout dans le monde, pour défendre le droit de chacun à librement disposer de son corps. Un droit toujours menacé. Chez USAID, comme à la Banque mondiale, comme dans les grandes agences d'aide au développement, la baisse de la natalité est toujours un impératif. Catastrophes environnementales, migration de masse ou terrorisme dans les pays pauvres, la crainte de la surpopulation demeure, et avec elle, la tentation de contrôler le ventre des femmes.